Bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bako sabino te yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko mise mission bongo bino bosawa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W Boboko ya boka Boboko ya boka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Un berger, un évêque tenir un tel langage. Puisqu'il y a des politiciens, même dans l'opposition, qui sont beaucoup plus corrects dans l'expression de leurs opinions. Donc c'est quelque chose qui est excessif. Et comme vous savez, tout ce qui est excessif devient quelque part dérisoire. Au point qu'on se demande si ça vaut la peine même d'épiloguer là-dessus. On ne peut pas imaginer qu'un citoyen se lève un jour pour demander à un autre citoyen, fût-il le chef de l'État, de lui dire qu'il respectera la loi. J'ai un voisin qui habite à côté de moi. Je ne peux pas l'obliger chaque matin quand je sors à venir me déclarer « Oui, voisin, vous allez travailler. Je vous promets que quand vous serez au travail, je ne viendrai pas violer votre fille. Je ne viendrai pas voler votre argent. Je ne viendrai pas casser chez vous. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Depuis quand demande-t-on à quelqu'un de faire une déclaration de non-candidature? C'est dans quel texte de loi, dans quelle coutume politique ou constitutionnelle on peut se lever comme ça un matin et dire « Nous allons chez le président, nous les évêques, et il faut qu'il fasse une déclaration de non-candidature. » Est-ce que le président n'a jamais dit qu'il respecterait la Constitution? Il le dit tous les jours. Est-ce que la Constitution ne donne pas le cheminement à suivre pour quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats de président? La Constitution le dit. Alors, dans quels termes ces choses-là doivent être dites pour que cette personne dont vous parlez soit satisfaite? C'est du cinéma. Puisque le président vous dit « je respecterai la Constitution ». Vous dites « nous sommes allés le voir ». D'abord, il a détourné la question. On lui a demandé « qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président ?» Et dans un sophisme que je ne sais pas qualifier, il dit « il ne nous a pas dit qu'il ne sera pas candidat ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'ils sont allés là-bas pour obtenir du président une déclaration de non-candidature? Au nom de quoi? Le président s'adresse à la nation. Ce n'est pas parce qu'il y a une délégation d'évêques que c'est la nation. Le président dit à la nation, chaque fois qu'il s'adresse à elle, « je respecterai la Constitution ». Quel est cet aréopage-là qui doit aller pour obtenir du président quelque chose que la loi n'oblige pas le président à dire? Est-ce que la non-déclaration de candidature est une obligation pour quelqu'un qui est président en République démocratique du Congo? Il a tiré ça d'où? On risque de penser à des sentiments tout à fait irrationnels, à des gens qui manipulent peut-être une sorte de nostalgie par rapport à un passé où peut-être ils jouaient un rôle qu'ils ne jouent plus et qu'ils étouffent dans cette sorte de haine et qu'ils expriment comme ça de manière tout à fait maladroite. Comment vous pouvez exiger de quelqu'un une déclaration de non-candidature? Ça, c'est un nouveau concept en droit constitutionnel. Que le président déclare « je ne serai pas candidat ». C'est ça. Le peuple attend ça. Quel peuple attend ça? Vous avez, vous, l'impression que le peuple n'attend que lorsque Kabila dira que je ne suis pas candidat? Le peuple n'a plus faim? Le peuple n'a plus de maladie? Le peuple n'a plus d'enfants à faire étudier? Le peuple n'a plus de commerce à faire et besoin de routes? Le peuple n'a plus besoin d'école? Mais c'est quoi cette histoire? Le peuple attend que le président nous dise qu'il ne sera pas candidat. Mais c'est quel peuple? On lui a donné ce mandat quand et où? Il a fait le sondage où et quand? C'est des abus. C'est pas parce qu'on est
prince de l'Église qu'on peut tous se permettre. Et en tous les cas, les députés ne font pas cette démarche, les sénateurs ne le font pas, et c'est un groupe de gens privés dans un État laïque qui va exiger qu'on modifie la loi et que le président fasse une déclaration de non-candidature. Mais c'est sorti d'où? Donc c'est une déclaration totalement irrélevante, comme disent les Anglais. Totalement hors propos. Ça ne se fonde sur rien, sinon sur la méconnaissance de la Constitution, sur la méconnaissance de la science politique et sur la haine. Puisque là, on sent vraiment des intonations haineuses dans cette déclaration que moi j'ai entendue. Le pouvoir a joué deux cartes qui n'ont pas abouti. Mais quand est-ce que le pouvoir a joué cette carte? Le président a dit quand à cet évêque qu'il est candidat et que lui l'a empêché d'être candidat? Quand est-ce que le président a parlé? Donc le silence devient maintenant un crime dans ce pays. Vous avez trouvé la réponse que le président a donnée lorsqu'il s'est entretenu avec les notables katangais. Il dit, je parle lorsque je me convainc que ce que j'ai à dire pèse plus que le silence. C'est un droit. Est-ce que quelqu'un a le droit de se taire? Donc dans ce pays, on n'a plus le droit même de se taire. À défaut de pouvoir parler, dire des choses que les gens n'aiment pas, on ne peut même plus se taire. Et le président, quand il se tait sur quelque chose sur laquelle il n'a aucune obligation de parler, aucune, dès lors qu'il a dit qu'il va respecter la Constitution, pourquoi il doit dire autre chose? Alors, il se tait, ça devient un crime. Il ne nous a pas dit qu'il ne va pas se présenter. Mais le pays appartient à ce type-là, à qui? Quel mandat il a pour obliger le président à faire des choses qui ne sont pas dans les provisions de la loi? Vous voyez cette espèce de présomption des gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Donc il n'y a pas de carte que le président a jouée, parce qu'il n'a jamais annoncé cette intention. S'il l'annoncera un jour, on pourra en parler. Il ne l'a pas annoncé, c'est des procès d'intention. C'est quelqu'un qui n'est pas sorti du schéma du procès d'intention. Il faut éliminer une personne parce qu'on ne l'aime pas et tous les arguments sont indispensables. Nous pensions qu'il y avait un peu plus de vertu dans certains milieux, mais on se rend compte que parfois on se trompe. Merci. Moi, c'est M. Alain Waikani pour la télévision centrale de Chine, CCTV. Monsieur le ministre, vous avez parlé des dommages que les Chinois ont connus à Kinshasa. Et la communauté chinoise a parlé de 5 millions de dollars. Ça, c'est l'estimation de tout ce qu'ils ont connu comme dégâts. Est-ce que le gouvernement a été formellement informé de ces chiffres et qu'est-ce qui a été décidé au niveau du gouvernement pour voir ce qui s'est passé contre la communauté chinoise? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Le gouvernement a chargé les cours et tribunaux, je pense le procureur général de la République et l'auditeur général des forces armées, de conduire une enquête sur les événements. Responsabilité des événements, dégâts humains, responsabilité dans les pillages, les destructions, les morts, etc. Et donc ils vont publier le rapport. C'est pourquoi nous nous sommes gardés de donner même les identités, parce que c'est eux qui vont publier ce rapport-là, et même la hauteur des dégâts, pas seulement pour les Chinois, pour Transco, pour les communes, pour la police, etc. Et donc la décision que le gouvernement tient à appliquer, c'est le principe de qui casse paye. Nous voulons nous écarter du schéma d'impunité qui a été suivi par le régime de la Deuxième République en 91 et 93, où on a pardonné, où le président de la République de l'époque est intervenu à la télévision, a dégommé même un chef d'état-major général qui avait essayé de réprimer pour pardonner les pillards. Et c'est ça qui a expliqué que notre économie soit restée à genoux pendant si longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à payer comme État, la continuité de l'État, les dommages des pillages de 91 et 93. Alors nous avons décidé de tracer une ligne, mettre fin à l'impunité. C'est pourquoi les auteurs intellectuels seront tous appelés à répondre, même sur leurs biens, des casses qu'ils ont provoquées. Et on doit appliquer le principe de droit selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui dommage oblige celui par la faute duquel il est advenu à réparer. C'est aussi simple que ça. On y verra des motivations politiques, etc. Si
Si on avait appliqué ça en 91, nous aurions peut-être été guéris de cette maladie de pillage. Nous aurions été guéris de cette tare qui pousse les investisseurs à hésiter à venir chez nous alors qu'ils vont chez d'autres. Maintenant, nous voulons que notre pays mérite le nom d'un pays qui ne tolère pas des pillages, et donc les auteurs intellectuels que nous, qui sont en train d'être jugés. Toute l'agitation contre la justice, c'est parce qu'ils perçoivent que peut-être l'un ou l'autre parmi eux sera dénoncé par ceux qui sont déjà aux mains de la justice. Alors ils veulent s'octroyer une sorte d'impunité. Mais ça n'arrivera pas. Le gouvernement appliquera la loi. Ceux qui ont cassé vont payer. Et le gouvernement y veillera. C'est ce que nous avons dit aux Chinois. Pour l'agence France Presse. Monsieur le ministre, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à l'ultimatum que l'ONU a lancé à la RDC, qui par rapport dans le cadre de la traque de FDLR, et au fait l'ONU demande le remplacement d'ici le 13 février des deux généraux qui doivent diriger l'offensive contre les FDLR. Comment vous réagissez? Merci. Tout d'abord, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu un ultimatum des Nations Unies contre notre pays. Vous me donnez l'information. Vous êtes mieux informés que nous du gouvernement. Un ultimatum? Non. Je pense qu'il y a eu des préoccupations qui ont été exprimées. Nous en discutons avec nos partenaires de la MONUSCO. Et ce que vous dites m'étonne parce que ces généraux dont vous parlez ont toujours travaillé avec les Nations Unies. Je vous donne l'exemple de Fall Sikabwe, qui était en Ituri, qui a toujours travaillé avec des programmes des Nations Unies. On ne nous a jamais dit qu'il y avait un problème. D'où viendrait ce problème? Je ne sais pas. Et en tout état de cause, pour nous, quelqu'un que nous écarterions du commandement, c'est quelqu'un qui ferait l'objet d'une condamnation par notre justice militaire. Or, il n'y a rien de tel. Et donc, en toute souveraineté, le président, qui est le commandant suprême de l'armée de ce pays, au-dessus duquel nous nous reconnaissons qu'il y a une autre autorité, parce que nous ne sommes pas sous tutelle de qui que ce soit, a pris la décision au nom de la RDC. Si des gens veulent nous soutenir, tant mieux. S'ils ne souhaitent pas nous soutenir et font valoir toutes sortes d'arguments, nous sommes décidés, nous sommes obligés de rétablir la sécurité dans notre pays, et c'est ce que nous faisons. Donc, je ne pense pas que le mot ultimatum ait sa place ici. S'il y a des informations qu'ils veulent nous donner sur tel ou tel autre officier parmi ceux-là qui ont travaillé toujours avec eux, nous n'avons pas été informés qu'il y ait eu un problème, ils nous donneront l'information, nous vérifierons, parce que ce n'est pas un commandement qu'on nous donne, hein. On nous donne l'information et nous décidons, mais pour l'instant, ce sont ces gens-là qui ont été désignés, et ce sont ces gens-là qui font le travail. Donc, il faut arrêter de croire que nous sommes sous tutelle de qui que ce soit. C'est une décision de souveraineté. Les amis qui veulent nous soutenir, la porte est ouverte. S'ils ne veulent pas nous soutenir, bon, libre à eux, nous ne pouvons forcer personne. Bon, des arguments, des justificatifs peuvent être donnés, mais nous n'avons reçu aucune information fiable sur des comportements qui nous pousseraient à écarter tel officier que nous avons souverainement désigné à la tête de telle unité pour mener cette opération-là. Oui. Commandant RFI, Monsieur le ministre, vous vous êtes plaint du traitement de l'information par certains médias que vous appelez périphériques. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de certains agents de la télévision nationale, donc la RTNC, qui s'en prennent ouvertement et nommément à des gens, à des personnalités, même à des citoyens. Et je prends l'exemple de Caméré pendant toute la crise qui avait amené à ce qu'il démissionne du Parlement. Et je prends l'exemple tout récemment de Moïse qui a fait un discours que l'on a interprété dans tous les sens, qui n'a pourtant jamais quitté le PPRD et qui n'a jamais quitté la majorité, mais qu'on a vilipendé. Alors, quelle est votre attitude vis-à-vis de ce comportement-là? Bien, d'abord, en ce qui concerne nos plaintes vis-à-vis des médias périphériques, j'ai bien expliqué aux responsables de ces médias que ce qui nous déplaît, c'est l'impression que nous avons
que ces médias semblent ne pas être ici pour rendre compte de l'actualité telle qu'elle se déroule. Et ce que nous concevons comme étant la mission des médias. Rendre compte des faits qui se déroulent. Les faits sont sacrés. Non, on a l'impression qu'ils sont en train de créer eux-mêmes l'événement. Ils créent eux-mêmes l'événement. Lorsque le 20 janvier, des gens disent le Parlement ne doit pas se réunir, mais que le Parlement se réunit quand même, et que ce média diffuse que l'opposition a réussi à empêcher le Parlement de se réunir. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fausseté comme ça. Le Parlement est en train de se réunir, vous dites non, il ne se réunit pas, pour décourager ceux qui ne sont pas encore venus. Donc vous voulez créer l'événement. Nous avons reçu des dénonciations à l'université de Kinshasa, de médias qui arrivent, qui interrogent les étudiants, tous ceux qui disent mais pourquoi on nous dérange? Nous voulons aller aux auditoires, nous voulons étudier. La journaliste dit non, 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 je n'ai pas besoin de vous. Lorsque quelqu'un vient insulter notre président, oui, 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 c'est celui-là que je veux entendre. On nous a dit, tout cela n'est pas normal. Le média n'est pas là pour faire l'actualité, pousser les gens à faire des déclarations, c'est plutôt constater l'actualité et rendre compte. Donc forcément, nous n'avons pas du tout apprécié. Maintenant, la RTNC et d'autres médias qui se reprochent du pouvoir ne sont pas à l'abri de tous ces vices que nous reprochons à d'autres. Au moment où vous me posez cette question, j'ai trouvé une pile de correspondances parce que le CESAC a toujours la politesse ou la gentillesse de me tenir informé de ses initiatives, puisque je suis l'interface du gouvernement vis-à-vis d'eux. Il y a plein de journalistes de la RTNC qui sont en train de comparaître, dont certainement celui dont vous parlez. Ils sont en train de comparaître devant le CESAC, devant l'OMEC. Et je ne sais pas si des sanctions pourront être envisagées, nous n'interviendrons pas. Nous intervenons lorsqu'il y a péril en la demeure. Lorsqu'on commence à dire aux gens de passer par telle rue au lieu de passer par telle autre pour mieux attaquer le Parlement. Or, une manifestation au Parlement est illégale. À ce moment-là, nous devons couper celui qui est en train de pousser, de violer la loi intentionnellement là-bas. Les questions de déontologie que vous soulevez relèvent du CESAC, relèvent de l'OMEC, relèvent de l'UNPC. Et je vous dis que j'ai trouvé des convocations qui concernent beaucoup de journalistes. La DG est là, je pense qu'on la copie aussi, de la chaîne nationale, qui ont à comparaître devant le CESAC. Nous ne favoriserons jamais l'impunité. Les principes, c'est pour tout le monde. Nous n'agirons pas comme ceux qui croient qu'on ne peut poursuivre que les gens d'une certaine catégorie qui ne sont pas des politiciens. Non. Même un politicien de notre famille politique peut violer la loi, on doit le poursuivre. Un politicien de l'opposition qui viole la loi, on doit le poursuivre. Quelqu'un de la société civile qui viole la loi, il n'y a pas d'immunité. C'est tout ce que nous recherchons. Si vous connaissez de tels cas, dénoncez-les. Nous allons les mettre à la disposition de ceux dont la tâche est de gérer ces cas-là, même ceux que nous fermons par mesure conservatoire. Nous ne faisons que prendre la mesure conservatoire. Croyez bien que quand on prend ces mesures-là, dans les heures qui suivent, nous saisissons le CESAC, nous saisissons les cours et tribunaux pour des cas qui sont très graves. Et c'est au niveau du CESAC ou des cours et tribunaux que le dossier est clos. S'ils estiment après 24 heures qu'on n'avait pas raison de couper leur signal, on rétablit le signal et les choses continuent comme par devant. Nous avons, pendant ces événements, décidé avec les autorités administratives d'ici d'interrompre les signaux de 2 chaînes. La chaîne catholique, j'ai appris même qu'on prêche dans les églises qu'il faut manifester contre les ministres, etc., comme si le ministre était un État, et CKTV. Directement, j'ai informé les responsables de ces 2 chaînes que les dossiers sont transférés au CESAC. Et ils sont en train de discuter avec les gens du CESAC. S'ils les convainquent, ça va s'ouvrir. On vient d'ouvrir une des chaînes de Béni, après que le CESAC ait parlé avec eux. Donc, c'est des choses que nous prenons comme mesure conservatoire pour protéger la société, et par la suite, le CESAC fait son travail normalement. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude, que ce soit des gens qui sont dans la famille politique ou en dehors de la famille politique, la loi est la même pour tout le monde. Et ceux qui doivent l'appliquer ne doivent pas se gêner pour l'appliquer.
Merci. Esther Abedi, Africa TV. Monsieur le ministre, venez de faire... s'il faut faire les calculs, on a présentement près de 300 personnes qui sont interpellées pour les manifestations du 19 et 20 janvier. Et vous avez fait mention des auteurs intellectuels qui devront également répondre devant la justice. Est-ce qu'on a des opérateurs politiques qui sont interpellés en tant qu'auteurs intellectuels de ces troubles du 19 et 20 janvier, parce que l'opposition dénonce des procès politiques. On fait mention du procès Kamere et Muyambo. Merci. Bon, je pense que 370, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a déjà 49 mineurs qu'on a soustraits des 370 et qui sont à la disposition du juge des enfants. Je pense que là, il y aura beaucoup de libération aussi. Il y a les 12 malades qu'on a envoyés à l'hôpital. Je ne vois pas le procureur s'acharner sur des gens qui sont sur leur lit d'hôpital. Donc c'est moins que cela. Et la justice a commencé. Il y en a qui sont acquittés au fur et à mesure qu'ils se présentent, puisque c'est une procédure de flagrance. Maintenant, s'il y a des acteurs politiques comme tels, à ma connaissance, non. Acteurs politiques interpellés pour les événements des 19 et 20, non. Il n'y a qu'un acteur de la société civile, mais qui sait? La limite est souvent ténue entre société civile et politique dans notre pays, hein, je crois que vous le savez. Il y a un seul acteur, M. Ngoï, qui a été interpellé par la police, et je pense que c'est aujourd'hui que les officiers de police judiciaire vont faire connaître les préventions. Il y en a, je crois, 5 ou 6, y compris la prévention d'incendie volontaire, y compris destruction méchante, y compris l'atteinte à la sûreté de l'État. Je ne sais pas si avec toutes ces préventions, on peut vraiment demander que le procureur ne l'entende pas. Parce qu'il est ami de tel ou tel, parce qu'il connaît telle chancellerie, etc. Non, je ne connais pas de pays où on peut jouer comme ça avec le droit. Donc, il y a cet acteur social, disons, quelqu'un de la société civile, qui est interpellé pour ces faits-là. Il y a des acteurs politiques qui sont interpellés, mais pour des faits de droit commun. C'est devenu une très mauvaise habitude dans ce pays, chaque fois qu'un acteur politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, j'ai des exemples, est interpellé pour des faits de droit commun, c'est toujours la politique. Et la presse souvent mord. C'est pas normal, ce n'est pas sain. Il y a des gens qui sont poursuivis pour viol, on dit que c'est parce qu'ils font la politique. Donc, quand je fais la politique, je peux violer des mineurs? Non. Il y a des gens qui sont poursuivis pour stellionnat. Vous vendez un bien qui ne vous appartient pas. Non, c'est parce qu'il fait de la politique. Il y en a qui sont poursuivis pour avoir commis des actes contre d'autres citoyens. Non, c'est parce qu'il fait de la politique. Et dans le cas de M. Kamere dont vous parlez, j'ai eu cet ahurissement devant le commentaire d'un de ses amis qui disait, c'est une affaire qui date de très longtemps. Ça, c'était la première chose. L'affaire date de très longtemps, et voilà qu'on veut la finir vite, vite, comme ça. Mais comment on peut en même temps regretter qu'une affaire date de trop longtemps et regretter qu'on la finisse? Vous voulez que ça traîne encore plus longtemps? Donc, dans la même phrase, hein, ça traîne trop longtemps et puis brusquement, on veut finir comme ça. C'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on doit finir vite, sinon des affaires qui traînent depuis trop longtemps? Vous voulez qu'on finisse des affaires récentes et qu'on laisse les affaires qui ont traîné depuis longtemps? Non, c'est irrationnel. C'est une tentative simplement de mettre la pression sur la justice. Et nous déconseillons cela à nos amis de l'opposition. Évitez de scier l'arbre de la justice. Nous sommes tous assis là-dessus. Un jour ou l'autre, on est victime d'une malveillance et on a besoin de la justice. Alors, si nous tuons la justice, nous nous tuons nous-mêmes. Si un homme politique, majorité, opposition, a un problème avec la justice, laissez la justice régler cela, laissez-le se justifier devant la justice. Il faut éviter de faire des hommes politiques des gens qui ne sont pas justiciables. Sinon, ce n'est pas l'état de droit. Donc, tous les hommes politiques, M. Muyambo est poursuivi pour stellionnat et abus de confiance, M. Kamere est poursuivi pour son affaire avec Mme Wivine Moleka, qui ne date pas des 19 et 20 janvier, donc on ne va pas venir nous jeter ça au visage, c'est depuis longtemps, c'est lui-même qui a amené cette affaire à la Cour suprême, et la Cour suprême décide, si ça lui plaisait, ça aurait été une bonne décision, ça ne lui plaît pas, la Cour suprême est injuste. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est lui-même qui a amené cette affaire à la Cour suprême.
Et la Cour suprême dit, je vais charger ma section judiciaire d'entendre les intéressés et de prendre une décision. Où est le problème? Où est le problème? Nous tous, à un moment ou à un autre, on a affaire à la justice. Un voisin qui a un problème de limitation avec vous, votre ferme, on a pris 10 mètres, etc. Vous allez en justice ou on vous amène en justice. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui sont au-dessus des lois et c'est les mêmes qui prétendent nous diriger demain. Donc pour moi, il n'y a pas d'homme politique qui est attrait. Sauf si ceux qui comparaissent maintenant les dénoncent. À ce moment-là, la justice va aller jusqu'à eux. Mais pour l'instant, à part M. Christopher Ngoï, qui est entre les mains des officiers de police judiciaire qui présentent leur rapport sous 24 heures maintenant, il n'y a pas même de personnalité de la société civile comme telle, pour ces faits du 19 et du 20. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, l'évêque Fridolin Abongo demande à la CENI de publier le calendrier global des élections et accuse la majorité au pouvoir d'avoir la mainmise sur la CENI et de chercher à tout prix à retarder l'organisation des élections prochaines. Et la dernière question peut-être, avec les différentes manifestations qui ont eu lieu à travers le pays, ne craignez-vous pas que ce qui s'est passé au Burkina Faso se déroule un jour à Kinshasa? Tout d'abord, concernant la CENI, Monseigneur Ambongo semble ignorer beaucoup de choses. À commencer par le fait que la CENI est composée par la majorité, l'opposition et la société civile. Alors, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il peut trouver qu'il y a la mainmise seulement de la majorité sur la CENI. Nous avons structuré cette CENI de manière à ce qu'aucun groupe n'ait la mainmise. Apparemment, il ignore cela. Dans sa haine pour ceux qui sont au pouvoir, il débite un peu n'importe quoi. Alors, le Burkina Faso, nous y voilà, encore une fois. Je vais essayer de vous donner une explication historique. Cette histoire de Burkina Faso, le jumelage. Nous serions jumeaux au Burkina Faso. Écoutez, le Burkina Faso qui s'appelait Haute-Volta, qui est devenu Burkina Faso, a une histoire. Et nous, le Congo démocratique, nous appelions Zaïre, nous sommes devenus RDC, nous avons une histoire. Mais lorsque vous mettez en juxtaposition les histoires de ces deux pays africains, le Burkina Faso et la RDC, le jumelage, oui, il peut se déduire de certains aspects historiques. Il y a eu au Congo-Kinshasa des événements graves dans les années 60. Il y a eu la naissance du premier régime, ou disons le deuxième, dans notre pays, dont l'acte fondateur était ce qu'on peut appeler un crime fondateur, l'élimination de Patrice Emery Lumumba. Et le peuple congolais n'avait pas fini de ramacher sa déception, sa colère, vis-à-vis du régime du président Mobutu à cause de ce crime fondateur dans lequel on le liait. Ce qui a facilité la tâche au président Laurent Désiré Kabila et bien sûr Joseph Kabila et d'autres pour mobiliser les Congolais contre le régime de Mobutu qui avait ce contentieux du crime fondateur du régime par la mort du héros national Patrice Emery Lumumba. Reportons-nous maintenant vers le Burkina Faso. Un crime fondateur aussi, l'assassinat de Thomas Sankara, que les Burkinabés reprochaient à Blaise Compaoré. Ce qui a facilité la mobilisation des Burkinabés contre Blaise Compaoré, le crime fondateur. Vous entendez que maintenant tout le monde parle d'ouvrir le procès Sankara, etc. Alors, par quelle alchimie Joseph Kabila, lumumbiste, d'abord un combattant de la liberté, il est venu arme à la main avec Laurent Désiré Kabila, mouvement révolutionnaire, lumumbiste, pour chasser l'auteur du crime fondateur et installer les lumumbistes au pouvoir. Comment Joseph Kabila devient maintenant le jumeau de Blaise Compaoré qui a assassiné Thomas Sankara, le Lumumba du Burkina Faso? Intellectuellement, est-ce qu'on ne se pose même pas de questions? Comment ce jumelage-là, il commence où? Quelle alchimie? Kabila devient le jumeau de Sankara. Non. S'il y a un jumeau des lumumbistes au Burkina Faso, c'est les gens de Sankara. C'est Sankara.
c'est les sankaristes. Alors les gens oublient, tu trouves même des mobutistes qui disent qu'il y a un jumelage entre nous et Blaise Compaoré. Mais enfin, et lorsque vous regardez ceux qui ont encouragé ce crime fondateur, ceux qui l'ont inspiré, c'est les mêmes qui ont inspiré Mobutu, qui ont inspiré Blaise Compaoré. C'est les mêmes qui nous étouffent avec leurs médias et tout ça, etc. C'est les mêmes. Alors d'où il vient qu'eux ne sont pas les jumeaux de Blaise, c'est maintenant nous les lumumbistes qui sommes les jumeaux de Blaise. C'est des façons de parler qui ne se fondent sur rien historiquement, rien du tout. En quoi est-ce que nous pourrions être comparables? Nous avons fait notre révolution en 97. Un retentissement 10, 100 fois plus que ce qu'on a observé au Burkina Faso. Pourquoi voulez-vous que notre peuple puisse oublier cela? Le peuple n'a pas oublié. Vous l'avez vu, on l'a appelé à essayer de détruire. Il y a eu simplement quelques badauds qui se sont agités, que la police a pu maîtriser, parce que le peuple congolais n'est pas le peuple burkinabé, parce que l'histoire du Congo n'est pas l'histoire du Burkina Faso. Il faut qu'on le comprenne, sinon on perdra beaucoup de temps inutilement. Historiquement, il n'y a aucune connexion. Historiquement, il n'y a aucun jumelage entre ce qui s'est passé au Burkina Faso et ce qui se passe au Congo. Le jumelage, c'est probablement entre ce qui s'est passé en RDC en 97, le départ de Mobutu, et ce qui s'est passé en 2014 au Burkina Faso. Penser autrement, c'est sincèrement s'entremêler les pinceaux avec l'histoire. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucun jumelage possible, donc nous ne craignons rien de voir ce qui s'est passé au Burkina se dérouler ici. Vous avez vu qu'au Burkina, on a réussi à empêcher une institution de fonctionner. Est-ce que vous avez constaté ça ici? Est-ce que le 19 ou le 20, à un moment donné, les institutions ont cessé de tourner? Moi, j'étais dans mon bureau. Le Parlement travaillait. Il y avait bien sûr du grabuge dans certains quartiers périphériques, mais est-ce que la masse congolaise a suivi? Si elle avait suivi, nous ne serions pas là. Donc c'est simplement des mimétismes qui ne se fondent sur rien de rationnel, qui tendent simplement à chercher la facilité. Ah, ça s'est passé au Burkina, ça va se passer chez nous. Et on prend des photos, on colle, on prend des photos du Burkina, on dit ça se passe au Congo. C'est un peu la même chose. Mais dans la réalité, il n'y a rien de semblable. Le président Kabila terminera son mandat en 2016, vous le verrez, et notre pays ne retournera jamais dans ces fanges de guerre civile, de destruction, parce que nous sommes des dirigeants respectueux de notre peuple. Oui, tapez le ton. Congo d'abord. Et juste une petite dernière question, son rapport avec le coût, combien ont occasionné par exemple les coûts par rapport à l'interruption de l'Internet? Est-ce qu'on a une idée sur le coût que cela a pu occasionner pendant ces 3 semaines? Financièrement, je pense que le gouvernement s'est préparé depuis 2012, 2013, 2014 pour que la Commission électorale nationale indépendante ait les moyens pour tenir les scrutins, en tout cas qui se dérouleront au cours de cette année budgétaire, élections locales, élections provinciales. Je pense que les choses pourront se faire sans beaucoup de difficultés. En ce qui concerne les coûts de l'interruption des services Internet, réseaux sociaux, les commerçants sont en train de discuter avec le ministre des PTNTIC, mais notre conviction est que quel que soit le coût, on parle de 9 millions, je ne sais pas sur base de quoi, rien ne vaut la vie des Congolais. Nous avons perdu 27 personnes. Est-ce qu'on peut faire une adéquation entre les 27 Congolais que nous avons perdus et 9 millions qu'on a perdus avec l'interruption? Est-ce qu'en laissant courir les choses et les images et des commentaires tels que nous les avons présentés ici, nous n'aurions pas doublé
ce nombre de morts, ou tripler ou quadrupler? Est-ce qu'il y a un État qui peut se résoudre à de telles situations? Donc, quoi que cela ait pu coûter, nous pensons que la sécurité des Congolais n'a pas de prix. Nous pensons que la paix dans notre pays n'a pas de prix. Et s'il faut refaire cela pour garantir la sécurité, soyez sûrs que nous n'hésiterons pas. Alain Kyoka pour le compte d'Antena. Excellence, Monsieur le Ministre, parlons de médias périphériques. Avant que la loi soit votée au niveau du Parlement, c'est-à-dire le projet de loi électorale modifié, on vous a attribué des propos selon lesquels vous auriez dit que les élections présidentielles pourraient se tenir en 2017. Est-ce vrai ces propos? Sur quelle base, sur base de quels objectifs ou sur base de quelles raisons objectives avez-vous fait cette déclaration? Et puis une petite préoccupation sur la fixation qu'on se fait de 2016. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de tomber dans ce piège-là parce que aucun homme ne maîtrise les temps et les circonstances, parce qu'on peut arriver en 2016 et il peut y avoir des circonstances qui feront que ces élections-là ne se tiennent pas? J'ai entendu ces propos-là tenus au Sénat. Je sais qu'il y en avait, des collègues au Sénat qui avaient un peu gros sur le cœur parce que j'avais dit au cours d'une émission qu'après tout, il y a des institutions qui ont dépassé le terme, qui ont fait un glissement sans qu'il y ait une catastrophe. Ils se sont sentis peut-être vexés, mais c'était la vérité. Mais jamais je n'ai dit à quelqu'un que l'élection présidentielle allait se tenir en 2007. Jamais. À 2017. Non, je ne peux pas dire une chose comme ça. Je crois qu'un journaliste m'a demandé, mais si, par un concours de circonstances, il a invoqué les cas de force majeure, les élections se tenaient en 2017. Et j'ai répondu que le ciel ne nous tomberait pas sur la tête. Et je pense que c'est vrai. Mais le cas de force majeure ne peut pas se présumer avant qu'il n'arrive. Donc on ne peut même pas discuter de ces choses-là dans une loi qui est en train d'être débattue. Donc voilà comment on essaye de faire dire aux gens des choses, parce qu'on veut toujours déformer les propos et les paroles de gens. On n'a pas à sortir du contexte de la Constitution. Un gouvernement est là pour appliquer la Constitution, et de toute façon, il m'est impossible d'envisager même de dire de tels propos, parce que ce n'est pas au gouvernement, dont je suis le porte-parole, d'organiser le calendrier électoral. C'est la CENI qui est seule en charge de nous dire quand l'élection se tient. Donc je ne vois pas pourquoi cette question pourrait se poser au gouvernement, alors que le gouvernement n'est en rien compétent pour le calendrier électoral. C'est donc une fois de plus ces légendes d'infamie qu'on essaie d'asséner pour mobiliser l'opinion. Quand on n'a pas d'argument, on recourt au mensonge. Oui, le porte-parole du gouvernement a dit ceci. On a voulu même opposer à un autre membre du gouvernement qui passait là-bas au Sénat sur base de ces mensonges. Je n'ai jamais dit cela. Vous voilà maintenant bien informé. Intervention. Et nous clôturons la communication. Numérique télévision Tropicana FM. En fait, c'est vrai que c'est les gouvernements, plutôt la CENI qui organise les élections, mais à quand les élections au niveau de l'Équateur, puisque la CENI dit attendre les signaux du gouvernement pour organiser ces élections? Mais j'ai suivi effectivement la déclaration du bureau de la CENI qui estime qu'elle doit recevoir notamment les documents qui ouvrent justement le droit à l'organisation de cette élection, notamment le certificat de décès du gouverneur qui doit être transmis par le gouvernement, notamment les moyens pour lancer l'action. Il y a toute une campagne, il y a des missions que la CENI doit effectuer à l'Équateur. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur va mettre à la disposition de la CENI tous ces préalables dont elle a besoin. Il ne faut pas que les gens s'impatientent. Les choses doivent être faites dans les règles de l'art. Il y a parfois des impondérables. Il y a parfois des cas de force majeure qui font qu'une élection qui doit se tenir mercredi se tient vendredi. Bon, je pense que nos frères de l'Équateur comprennent. L'essentiel, c'est que l'élection du gouverneur va avoir lieu, mais qu'il faut que la commission soit en possession de tous les moyens logistiques et juridiques qui puissent lui permettre d'organiser cette élection. Et moi, je sais que le ministère de l'Intérieur
doit être occupé maintenant à mettre à la disposition de la CENI les moyens, le ministère des Finances également, moyens juridiques du ministère de l'Intérieur, moyens logistiques du ministère des Finances pour que cette élection ait lieu. Et en tout cas, elle aura lieu très bientôt. Pour na sito bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pambo bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzamba soko mise mission bongo